C'est-à-dire que ces grands enjeux, c'est pas des enjeux théoriques, c'est pas loin, c'est pas, éloigné de votre vie quotidienne. Au contraire, ça a un impact énorme sur votre vie quotidienne. Alors, quand on est député européen, on est élu, au suffrage universel par, ses, compatriotes pour, à la fois, participer à l'élaboration, des législations européennes, hein, représenter les intérêts, des Européens et aussi rendre compte aux citoyens de ce qui se décide au niveau de l'Union européenne. Au moment où j'ai fait le choix d'entrer en politique, donc de participer à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, puis quand j'ai accepté d'entrer au gouvernement, c'était un vrai engagement politique. Et un engagement politique, pour moi, devait se traduire par la confrontation avec le suffrage. Et quand on était, comme je l'étais, ministre des Affaires européennes, l'élection la plus évidente, c'était les élections européennes, tout simplement. En tant que ministre des Affaires européennes, je défendais les intérêts de la France auprès de l'ensemble des institutions européennes pour que nos priorités soient prises en compte, mais aussi nos particularités. Par exemple, permettre qu'on puisse réformer le régime de ce qu'on appelait les travailleurs détachés, travailleurs étrangers qui travaillent dans un autre pays pour une période de temps limitée et qui, quelque part, entraient en concurrence avec les travailleurs nationaux. Ou bien, je participais aux négociations sur le Brexit pour faire en sorte que la séparation avec le Royaume-Uni se passe dans des conditions qui protègent les intérêts des Européens. C'est un sujet que je continue à traiter au Parlement européen en ce moment. Alors, l'École nationale d'administration a été créée en 1945 à la sortie de la guerre pour permettre de former des hauts fonctionnaires à même de remettre le pays sur pied après la guerre et dotés de valeurs d'éthique et de déontologie fortes après la période de la collaboration de l'État français avec l'occupation allemande. Ça, c'était 1945. Depuis, l'école est toujours là et elle permet de former les responsables administratifs de la France après des études universitaires à apprendre un métier, des savoir-faire, mais aussi à se confronter à des situations professionnelles par des stages pour être prêts à assumer des responsabilités pour le reste de leur carrière. Diriger l'ENA, c'est être directrice d'école, à la fois comme n'importe quelle directrice d'école. Ça consiste à organiser les concours d'entrée et les examens qui rythment la vie de l'école, choisir les matières, les programmes, les jurys, organiser la scolarité, choisir quels sont les enseignements dont on a besoin au XXIe siècle et qui sont les enseignants qui sont les mieux à même de les enseigner, trouver des stages pour les élèves, les aider aussi à avoir des engagements associatifs au service des plus fragiles, c'est quelque chose que j'avais mis en place, et puis être l'interlocuteur des promotions d'élèves, à la fois dans leur vie de tous les jours, dans leurs préoccupations collectives comme dans leur trajectoire individuelle. Ce que j'ai apprécié dans la proposition d'Emmanuel Macron, c'est l'envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Moi, quand j'ai été à la tête de l'ENA pendant 5 ans, j'ai changé les concours d'entrée, j'ai changé le contenu de la scolarité, mais il y a des choses sur lesquelles j'avais pas de prise. C'était la sociologie des élèves qui arrivaient au concours et c'était la nature très compétitive de la scolarité à cause du classement de sortie. Ça relevait pas de mes prérogatives. Et tant qu'on changeait pas ça, je trouvais des limites à ce que je pouvais faire comme réforme. Donc le fait que le président de la République ait dit qu'il voulait un grand coup de balai à tout ça et un changement profond me semble utile. En même temps, on ne supprimera pas la formation des hauts fonctionnaires. Parce que ce serait bien le seul métier à responsabilité pour lequel on n'aurait pas une formation spécifique. Quand vous montez dans un avion, vous êtes content que le pilote ait eu sa formation. Quand vous allez chez le dentiste, vous êtes content que le dentiste ait fait des études. De la même manière, quand un préfet doit gérer un attentat terroriste ou une inondation ou une manifestation déclarée ou pas déclarée, s'il a pu être formé à ça avant, c'est quand même mieux. Ah, je sais pas, parce que d'abord, je ne suis plus directrice de l'ENA, que j'ai pour principe de ne pas encombrer mes successeurs de la même manière que je n'ai jamais aimé être encombrée par mes prédécesseurs. Et je suis pleinement investie dans ce que je fais maintenant.
Alors, ça va dépendre à quel moment on va sortir votre article, puisqu'on est en principe dans la semaine de vérité. Il y a eu une première partie de la négociation qui consistait à réussir à se séparer sans casse. Ça a été ce qu'on a appelé l'accord de retrait, qui a été négocié, adopté et ratifié par le Parlement européen comme par le Parlement britannique. Et ce Brexit politique a eu lieu le 31 janvier de cette année. Il nous reste maintenant à conclure le reste, c'est-à-dire comment on organise le futur de notre relation entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et ça, on doit y arriver avant la fin de cette année, qui est une espèce de période de transition. Et la négociation doit avoir abouti avant la fin de cette année. Au moment où on parle, je ne peux pas vous dire si on va y arriver ou pas. Les négociations continuent. Je suis en permanence en contact avec Michel Barnier, avec le gouvernement français aussi, pour savoir si ça se passe bien ou pas bien. Jusqu'à présent, ça se passe pas très bien. L'Europe fait des efforts louables pour y arriver. S'il y a un accord, ce sera au Parlement européen de le ratifier. Et je suis dans la petite équipe de députés qui ont été désignés par leurs collègues pour suivre la négociation, je dirais, comme l'huile sur le feu, pouvoir indiquer si l'accord mérite ou pas d'être ratifié à la sortie. Alors, c'est deux très bonnes questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a mis en place un plan de relance? Tout simplement parce qu'avec le Covid, on est face à une crise historique et sans précédent. Les crises précédentes, elles étaient liées à des bulles financières qui éclatent ou à des bulles immobilières qui s'effondrent ou à une crise de l'offre ou à une crise de la demande. Là, c'est l'offre et la demande qui s'écroulent en même temps pour des raisons qui tiennent pas à des imperfections du système, mais qui tiennent à un élément extérieur, c'est-à-dire une pandémie, des confinements, etc. Pour remettre l'économie en marche, ça peut pas se faire tout seul. Et ça peut pas se faire avec les outils qu'on avait jusqu'à maintenant et même ceux qu'on avait développés avec la crise de 2008. On fait pas la guerre d'aujourd'hui avec les armes d'hier. Il a fallu imaginer pouvoir massivement aider les entreprises, les salariés dans cette période sans précédent. Et pour pouvoir le faire, il a fallu s'autoriser à s'endetter ensemble. Évidemment, les pays comme la France s'endettent déjà. D'autres ont plus de mal à s'endetter parce que les taux d'intérêt qui leur sont imposés sont beaucoup plus lourds. L'Italie, l'Espagne. Il y avait une manière intelligente de faire, c'était de demander à la Commission de s'endetter. Parce que l'Union européenne étant considérée comme une institution très stable, il y avait une chance qu'elle puisse avoir des taux d'intérêt très favorables et faire en sorte qu'on rembourse collectivement et qu'il y ait une forme de solidarité des uns vers les autres, des moins touchés vers les plus touchés, des plus riches vers les moins riches, le tout avec un certain nombre de critères qui permettent le plus d'équité possible. Ceux qui disent c'est idiot parce qu'on verse plus qu'on ne reçoit. Ils mélangent tout. Dans le budget ordinaire, celui qui se déroule hors des crises, on verse en effet plus qu'on ne reçoit si on a une vision comptable très étroite des choses. C'est-à-dire qu'on paye une somme qui varie selon les années, qui tourne autour de 21 milliards d'euros au budget européen. On reçoit plutôt moins pour la politique agricole commune, pour aider les régions à investir, pour aider les universités à faire de la recherche, pour énormément de projets, pour les pêcheurs, pour les DOM-TOM, enfin je vais pas vous faire la liste complète, mais on bénéficie aussi de choses qui ne sont pas mesurables sur un simple plan comptable. Le fait qu'on soit un espace ouvert, ça permet à 300 000 travailleurs frontaliers de travailler dans des pays voisins sans aucune barrière. C'est pas comptabilisé et pourtant ça a un prix. Le fait que nos entreprises, nos viticulteurs, nos usines de luxe, notre aéronautique, nos voitures puissent être vendues partout dans le marché unique sans tarifs douaniers, sans quotas, ça aussi ça nous bénéficie. Et pourtant c'est pas comptabilisé dans le bénéfice que l'on retire de l'Union européenne. Et puis, le fait d'avoir une monnaie unique, ça nous protège des variations des monnaies que vous êtes trop jeune pour avoir connues, mais qui ont beaucoup impacté les particuliers pendant des décennies. Quand il y avait des dévaluations, les épargnants passaient un sale quart d'heure. À l'inverse, ceux qui avaient emprunté se portaient mieux. C'est tout un tas de choses que vous ne subissez plus parce qu'il y a l'euro. Donc tout ça, c'est pas comptabilisable au sens premier du terme, mais ce sont des bénéfices de l'Union européenne qui font de la France un pays plus prospère, plus stable
et qui peut financer son modèle social particulier, on va dire. Moi, je ne suis pas très intéressée par le débat fédéraliste ou pas fédéraliste. C'est une manière de mettre de l'idéologie ou de la théorie sur des sujets que j'aborde de manière beaucoup plus pragmatique. Les enjeux qui doivent être traités au niveau européen, ce sont ceux qui ne connaissent pas les frontières. On l'a vu sur la pandémie et on l'a vu par l'absurde. Il n'y a pas jusqu'à présent de politique européenne de la santé. Chaque pays européen a tiré dans son coin, a pris des mesures nationales sans concertation et sans coordination. Ça a été une cacophonie pas très efficace. Ça nous a permis de nous en apercevoir et déjà d'y répondre. On a commandé, au bout de quelques semaines, des masques, des respirateurs ensemble, entre Européens. Et d'un seul coup, ce qu'on n'arrivait pas à obtenir de fournisseurs chinois notamment, parce qu'on arrivait en ordre dispersé, même pas seulement l'État français, mais des régions françaises qui avaient dit on est plus malin, on va aller chercher nous-mêmes les masques en Chine et qui se sont fait parfois rouler par des escrocs. Quand c'est l'Union européenne, avec sa force de frappe, qui passe commande, c'est pas du tout la même chose. C'est ce qui se passe aussi en ce moment pour les vaccins. On a la certitude d'avoir les vaccins dont on a besoin quand on en aura besoin, parce que c'est l'Union européenne qui commande pour tout le monde et aussi pour des pays qui n'auront pas les moyens de payer. Vous avez vu Boris Johnson qui s'est précipité en disant « Ah, je serai le premier à distribuer le vaccin, c'est la preuve que le Brexit rend service à l'Angleterre ». D'abord, c'est faux. Comme d'habitude, c'est fake news. Il y avait une loi britannique qui permettait, en cas d'urgence, de prendre des mesures sans attendre l'autorisation européenne de mise sur le marché. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le vaccin sur lequel il comptait, c'était le vaccin de Pfizer, qui a apparemment des difficultés d'approvisionnement et qu'au lieu d'être capable d'avoir 100 millions de doses au mois de décembre, ils en auront 50 millions. Dans ces cas-là, il vaut mieux être 400 millions d'Européens que 60 millions de Britanniques tout seuls. Alors d'abord, un petit message européen tout court. Il n'y a pas un sujet, pas un, qu'on traite au niveau européen qui ne soit pas destiné à votre génération. C'est-à-dire qu'on travaille très souvent sur le temps long. On travaille pour essayer de mettre en place des régulations sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Là, ce qui a commencé à nous occuper, ce qui va nous occuper énormément dans les semaines à venir, c'est la régulation des plateformes. S'assurer que les algorithmes ne soient pas, d'une part, discriminants, d'autre part, qui ne risquent pas de polariser encore davantage des sociétés qui sont déjà assez polarisées, qu'il y ait une transparence sur le fonctionnement des grandes plateformes pour que vous puissiez être des utilisateurs informés. Il est évident qu'on le fait pas juste pour ce qui se passe cette année, mais pour la suite. Donc ça, c'était une première réponse. Moi, c'est pour mes enfants qui sont de votre génération que je suis entrée en politique, en me disant je peux pas les regarder en face sans avoir essayé d'améliorer les choses. C'est vrai pour le Green Deal, forcer les industries, les entreprises à se transformer pour aboutir à la neutralité carbone en 2050, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et c'est au niveau européen qu'on arrive à le faire. Donc ça, c'est une première réponse, c'est-à-dire que ces grands enjeux, c'est pas des enjeux théoriques, c'est pas loin, c'est pas éloigné de votre vie quotidienne. Au contraire, ça a un impact énorme sur votre vie quotidienne pour les 10, 20, 30 ans à venir. Donc c'est pour vous qu'on y est. Donc si c'est pour vous qu'on y est, il vaut mieux que vous puissiez exprimer votre point de vue, à la fois comme électeur et comme participant à des pétitions, comme exprimant ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on était assez heureux de voir en 2019 que beaucoup plus de jeunes ont voté aux élections européennes qu'auparavant, pardon. Auparavant, il y avait les jeunes pensaient que les européennes c'était un truc de vieux, les vieux qui disaient l'Europe c'est bien parce que ça nous a évité la guerre depuis 45. Ça parlait plus beaucoup aux jeunes générations qui pensaient que la guerre de toute façon ça n'arriverait plus. Ce dont je suis pas sûre. Donc en 2019, beaucoup de jeunes sont allés voter avec précisément ces préoccupations, Green Deal. Ils ne sont pas seulement allés voter pour des partis modérés, il y en a aussi qui sont allés voter pour l'extrême droite avec une vision de l'identité, une peur de l'immigration, sur laquelle en tout cas il y a un débat. Et si vous avez des choses à dire, dites-le plutôt que d'autres parlent à votre place. Je dirais si un jeune a une raison d'entrer en politique, c'est que c'est comme le loto, tous les gagnants ont tenté leur chance. Si vous voulez gagner, il faut commencer par jouer. Si vous voulez être entendu, il faut monter sur scène. Si il y a des choses qui vous plaisent pas, changez-les. Le slogan de ma délégation Renaissance, c'est « N'attendez pas une meilleure Europe, changez-la ». C'est ce qu'on se dit, nous, tous les jours. Si un truc qui nous plaît pas,
On bouge, on se mobilise, on ne prend pas le statu quo comme éternel. Et puis, si vous trouvez que la politique, c'est pas très encourageant parce que c'est violent, c'est vrai. C'est parfois simpliste, c'est vrai. Il y a parfois des hommes ou des femmes politiques qui ont des comportements pas exemplaires, c'est vrai aussi. Et c'est choquant, même s'ils sont une infime minorité, on préférait qu'il n'y en ait pas du tout. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait sauter le pas. Parce que je disais tout ça, je disais c'est violent, surtout pour les femmes, c'est parfois binaire, alors que les problèmes sont jamais simples et les solutions non plus. Et puis, il y a des gens qui font de la politique d'une manière qui serait pas la mienne. Et cette personne, qui était un Africain, un vieil Africain, m'a dit, tu sais, c'est très simple, quand tous les dégoûtés s'en vont, il reste plus que les dégoûtants. Et ça m'a fait sauter le pas.